Le travail de groupe à l'école. Ah, vaste sujet. On a tous un avis dessus. Pour certains, c'est une perte de temps, pour d'autres, c'est révolutionnaire. On a souvent cette image d'Épinal de la classe parfaite, un silence quasi religieux, chaque élève bien concentré sur sa copie, mais est-ce que ce calme est vraiment le signe que tout le monde apprend bien? Et si, au contraire, le petit brouhaha des discussions, le bruit des idées qui s'entrechoquent, c'était ça la vraie recette de l'efficacité? Bon, commençons par le début. Pourquoi, à un moment donné, on s'est dit que l'apprentissage tout seul dans son coin, ce n'était peut-être pas la solution à tout? En fait, le constat de départ, il est assez préoccupant. On voit de plus en plus d'élèves qui ont du mal à suivre, ou pire, qui décrochent complètement. Face à ça, le modèle classique du « chacun pour soi » commence à montrer ses limites. Du coup, une idée a germé. Et si le souci, ce n'était pas l'élève, mais la méthode? Et si travailler seul, en fait, ça isolait et ça décourageait? Et voilà la grande question que Céline Garnier a voulu mettre à l'épreuve. L'idée, ce n'est pas juste de voir si les élèves trouvent la bonne réponse à un exercice. Non, c'est beaucoup plus profond. Est-ce qu'ils s'approprient vraiment les choses? Est-ce qu'ils sont capables de réutiliser ce qu'ils ont appris? C'est tout l'enjeu de l'expérience qui va suivre. Alors, avant de sauter dans le vif du sujet et de regarder l'expérience se dérouler, faut qu'on comprenne un truc. Pourquoi, sur le papier, le travail de groupe semble si prometteur? C'est quoi la mécanique intellectuelle qui est censée opérer? Voici le concept clé, le vrai moteur du truc. Le conflit socio-cognitif. Alors attention, le mot conflit peut faire un peu peur, mais ici c'est quelque chose de super constructif. C'est ce moment magique où ton idée se confronte à celle du voisin. Ça t'oblige à argumenter, à douter, à réévaluer ta propre logique. C'est dans cette friction, dans ce débat, que les idées s'ancrent pour de bon. Et cette citation du célèbre psychologue Jean Piaget, elle résume ça à la perfection. L'intelligence, ça ne pousse pas dans une bulle, elle a besoin des autres. Apprendre, c'est se frotter à d'autres manières de penser pour affiner la sienne. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que ce n'est pas juste une théorie de chercheurs perdue dans un bouquin. Non, c'est devenu une vraie conviction au sein de l'éducation nationale. Depuis les années 80, petit à petit, les programmes scolaires ont intégré le travail en équipe comme une compétence super importante à maîtriser. Mais attention, il ne suffit pas de mettre 4 élèves autour d'une table en leur disant « Allez-y, travaillez ensemble » pour que ça marche. Ah non, ce serait trop simple. Pour que la magie opère, il faut un cadre, des règles. Voyons un peu les conditions du succès. Premier point, et c'est absolument crucial, il faut choisir la bonne mission. Le travail de groupe, ça n'a de sens que si le problème est un peu costaud, un peu complexe. S'il s'agit juste d'appliquer bêtement une formule, collaborer ne sert à rien et les élèves le sentent tout de suite. Il faut un vrai défi qui demande de la stratégie et de la discussion. Deuxième question, comment on fait les groupes? Alors, laisser les élèves choisir leurs copains, ça garantit une bonne ambiance, c'est sûr, mais pas forcément une concentration au top. Et sur ce point, l'étude de Garnier est très claire. La méthode la plus efficace, c'est quand l'enseignant compose lui-même les groupes de façon stratégique pour mixer les compétences par exemple. C'est presque de l'ingénierie pédagogique. Et enfin, pour que ça ne parte pas dans tous les sens, la structure, c'est la clé. Donner des rôles précis à chacun, ça transforme un groupe de personnes en une vraie équipe. Le secrétaire s'assure qu'on ne perd pas les bonnes idées. Le gardien du temps, lui, il est là pour dire « Eh oh les gars, on avance !» Et l'élève lison évite que tout le monde se lève en même temps pour poser une question. Bref, chacun sait ce qu'il a à faire. Bon, assez de théorie. Maintenant que le cadre est posé, on passe au cœur du réacteur. Le moment où l'on confronte les belles idées à la dure réalité du terrain. L'expérience menée en classe. Le protocole mis en place est d'une simplicité redoutable. On coupe la classe en deux. D'un côté, le clan des individualistes, version traditionnelle. Chacun pour sa pomme face au problème. De l'autre, le clan des collaborateurs, organisé en petits groupes bien structurés. Même problème, même temps imparti. Que le meilleur gagne. Et voici l'énigme choisie, un grand classique, mais absolument parfait pour cette expérience. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de formule magique à appliquer. Il faut tâtonner, faire des essais, se tromper, recommencer. Bref, c'est le genre de problème qui oblige vraiment à réfléchir. Et là, attention, on tient une pépite, une réponse trouvée dans une des copies d'un élève qui travaillait seul, 7 poules et demi. Logiquement, en plein calcul, ça peut se tenir, mais dans la vraie vie, c'est absurde. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne à côté de lui pour dire « Attends, une demi-poule, sérieusement, ça te choque pas ?» Et le résultat, il est sans appel. La dynamique de groupe a clairement fait la différence. Le simple fait de devoir dire ses idées à voix haute, de les confronter aux autres, ça a permis d'éliminer ce genre d'absurdité. Le groupe a servi de garde-fou, de système d'autocorrection, et au-delà de ça, la motivation était bien plus grande. Et la qualité des raisonnements à la fin, bien supérieure. Ok, donc la méthode fonctionne, c'est prouvé par l'expérience. Mais du point de vue des élèves, comment ça a été vécu? Est-ce qu'ils ont aimé? Passons maintenant à leur verdict, recueilli juste après via un questionnaire.
Et là, la réponse, c'est un véritable plébiscite, un raz-de-marée. Regardez-moi ce chiffre. 96% des élèves ont trouvé l'expérience super. Ce n'est pas juste bien, c'est super. C'est un chiffre énorme qui montre que la méthode est non seulement efficace, mais qu'en plus elle est appréciée. L'apprentissage est devenu un bon moment. Et quand on leur demande pourquoi ils ont aimé, leurs réponses sont hyper intéressantes. Ils disent qu'ils ont mieux compris, qu'ils ont appris à défendre leurs idées, mais aussi, et c'est fondamental, qu'ils ont pu s'entraider. Ils n'étaient plus seuls face à la difficulté. Le groupe est devenu un espace de soutien. Ce graphique, c'est peut-être le plus important de toute l'étude. L'impact dépasse largement les maths. Plus de la moitié des élèves disent avoir gagné en confiance en eux grâce à cette expérience. C'est un bénéfice humain qui est juste colossal. Réussir ensemble, ça donne des ailes. Et ça met le doigt sur un des super pouvoirs du travail en petit comité. Pour les élèves plus timides, ceux qui n'oseraient jamais lever la main devant toute la classe, le petit groupe, c'est une bouffée d'oxygène. C'est un cadre sécurisant qui leur permet enfin de se lancer, de poser leurs questions et de partager leurs idées. Et ça n'a pas de prix. Finalement, cette analyse nous amène à une question de fond. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, tout est question de collaboration, de projet d'équipe, d'intelligence collective. Alors est-ce que le modèle de l'élève seul face à sa copie est encore pertinent ? Cette expérience tente à prouver que non, et que la capacité à progresser collectivement est peut-être la compétence la plus importante que l'école puisse enseigner. De quoi réfléchir.